Bienvenue à tous sur Monsieur Mystique l'histoire d'horreur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous raconter 5 histoires vraies et glaçantes sur les montagnes des Appalaches. Ce sont des vérités cachées, celles que les locaux n'osent même pas murmurer à voix haute. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager cette vidéo avec vos amis. Dites-moi d'où vous regardez. Merci à tous. Histoire 1. Ma cousine Iris vivait depuis presque un an dans un coin tranquille de l'ouest de la Caroline du Nord. Elle partageait son temps entre un travail dans une coopérative alimentaire et des missions de photographie freelance, surtout des portraits et des clichés artistiques de la nature. On n'avait jamais été très proches, mais quand j'ai déménagé pour étudier dans le Tennessee, on a commencé à échanger plus souvent, messages, même bizarres, TikToks aléatoires. Rien de profond, mais c'était déjà quelque chose. Alors, quand elle m'a invité à passer les vacances de printemps avec elle dans une cabane qu'elle avait louée via un tableau communautaire hors réseau, je n'ai pas hésité. Je n'avais pas de grands projets, et l'idée de disparaître dans les bois quelques jours me semblait parfaite. Elle en parlait comme d'une retraite, pas de Wi-Fi, pas de réseau, juste des livres, de la nourriture et des arbres. C'est bon pour le cerveau, disait-elle. On a pris sa Subaru cabossée, la musique en sourdine, la route se rétrécissant jusqu'à n'être plus qu'un chemin de gravier. Le dernier tronçon serpentait à travers un fourré d'arbres nus et débouchait près d'un petit poste de rangée. C'est là qu'on a laissé la voiture. Iris a dit que la cabane n'était pas accessible en voiture. Il fallait y aller à pied. Le sentier n'était pas officiel, absent des cartes, sans panneau indicateur. Elle l'avait trouvé sur un forum de randonneurs et confirmé sur Google Earth. Dès le départ, quelque chose clochait. Le sentier était envahi par la végétation. Pas seulement négligé, mais comme si personne ne l'avait emprunté depuis des années. En 10 minutes, on a enjambé 2 arbres tombés et passé devant un panneau de randonnée brisé en 2, enfoncé face contre terre dans la boue. J'ai demandé si elle était sûre d'elle. Elle a haussé les épaules. Ça va. La cabane est plus une bicoque. Un cube de bois enfoncé dans le flanc d'une colline. Une pièce, pas d'isolation, quelques lampes solaires, un petit réchaud à propane, pas de plomberie, pas de réseau, aucune trace de présence récente. Iris semblait ravie. La cabane surplombait un lit de ruisseau asséché, peu profond et rocheux, comme s'il n'avait pas vu d'eau depuis des années. En face, la crête grimpait vers une forêt dense. Iris a dit qu'il y avait d'autres cabanes plus haut, mais on n'a vu personne de la semaine. Pas de randonneurs, pas de voix, juste nous. Les premiers jours étaient agréables, presque normaux. On préparait des repas simples, soupe, pâtes, flocons d'avoine. On lisait des livres de poche usagés qu'Iris avait apportés, on jouait aux cartes à la lueur d'une lampe à pétrole. C'était ennuyeux, mais de la bonne manière. Le soir, on écoutait le silence du ruisseau asséché. Pas de voiture, pas de bruit de ville, juste le calme. Je dormais comme une pierre. Puis, le 3e matin, on a trouvé quelque chose. Une feuille de papier clouée à l'intérieur de la porte de la cabane. Pas scotché, cloué. Un long clou tordu enfoncé en haut. La page était jaunie, fragile, pliée en 2. On l'a ouverte avec précaution. En lettres d'imprimerie irrégulières, on pouvait lire « Marcher vers le côté sec ». Suivez le sentier sans mousse. Pas de nom, pas de signature, pas de date. J'ai fixé le papier, attendant la chute. Iris a ricané. Flippant à mort, mais c'est juste un con qui s'amuse. Elle l'a replié et glissé à l'arrière de son carnet. J'ai dit, peut-être qu'on devrait redescendre. Prévenir quelqu'un. Elle a roulé des yeux. Probablement juste un randonneur bizarre. Les gens des montagnes adorent les trucs flippants. L'après-midi, elle m'a convaincu de vérifier un sentier qu'elle avait repéré sur une vieille carte en ligne, étiquetée DRY Run. Juste une ligne pointillée sur un PDF topographique qu'elle avait imprimé chez elle. Aucun panneau ne l'indiquait. On s'est faufilé à travers les buissons, traversé le ruisseau asséché, et trouvé le départ. Je ne pouvais m'empêcher de penser à la note. Après 20 minutes, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les arbres. D'abord, c'était subtil. À gauche, chaque tronc avait une épaisse bande de mousse courant le long d'un côté, comme peinte en vert. À droite, chaque tronc était nu. Pas seulement sans mousse, sans écorce. Lisse, pâle, poncé. Faux. J'ai pointé du doigt.
Iris a balayé l'air de la main. C'est l'exposition au soleil, peut-être la pente. Après ça, on n'a plus beaucoup parlé. Le silence pesait, chaque pas était plus lourd, comme si l'air était de l'eau. On est arrivé à une fourche. Un côté grimpait vers la crête, raide et enchevêtré. L'autre descendait dans un ravin bordé de rangées d'arbres lisses et pâles. Je suppose que c'est le sentier sans mousse, a dit Iris. Plus d'ironie, cette fois. J'ai hésité. Elle a commencé à marcher. J'ai suivi. Presque immédiatement, l'air s'est refroidi. Le sol était spongieux sous les feuilles humides, bien que l'air soit sec. Les arbres semblaient trop grands, trop immobiles. Puis on a réalisé, aucun son. Pas de vent, pas d'oiseaux, pas même nos pas. La forêt avait tout avalé. Iris s'est accroupie devant. Il y a des carreaux ici. Je me suis approché. Sous les feuilles, des carreaux de céramique blanche, fissurés, certains noircis. À quelques pas, les contours d'une fondation, des planches carbonisées, des coins effrités, les vestiges d'une maison. C'était une maison, a chuchoté Iris. J'ai hoché la tête, mais ma tête était lourde, ma bouche sèche, mes bras picotaient. Je me suis accroupi et j'ai failli tomber. Le sol m'attirait. Puis je l'ai vu. Un petit manteau vert, taille enfant, délavé, une manche déchirée, une fermeture éclair cassée, à moitié enterrée sous ce qui avait dû être un porche. J'ai tendu la main. Iris a saisi mon poignet. Non, a-t-elle dit. Sa main tremblait. Ça m'a choqué quand j'ai essayé. Puis on l'a entendu. 3 coups. Pas derrière nous. Pas dans les arbres. D'en bas. Profond, lent, creux, délibéré. Je n'ai pas pu bouger. Mon corps s'est figé. Mon cœur cognait, mais le reste ne répondait plus. Iris a dit quelque chose, mais je ne l'ai pas entendu. J'ai essayé de me lever. Le monde a basculé. Tout est devenu noir. Quand je me suis réveillé, j'étais par terre dans la forêt. De la terre dans la bouche. Mon corps couvert de sueur. Iris était agenouillée à côté de moi, en pleurs. Elle a dit que j'étais devenu mou, sans pouls. Qu'elle avait hurlé, fait du bouche à bouche, giflé mes joues jusqu'à ce que je revienne. Je ne me souvenais de rien. On n'a pas parlé sur le chemin du retour. Je pouvais à peine marcher. Mes jambes semblaient creuses. Mais plus on s'éloignait de cet endroit, plus la forêt redevenait normale. Les oiseaux, la pression qui se levait. Cette nuit-là, on a fait nos valises. À 4 heures du matin, on a marché en silence jusqu'à la voiture. Juste avant de partir, Iris est retournée chercher la batterie de son appareil photo. Quand elle est sortie, elle était pâle. Elle tenait le flyer. Il avait été replacé sur la porte, avec le même message, le même clou. On n'en a jamais parlé à personne. Pas avant longtemps. Des mois plus tard, en octobre, Iris m'a envoyé un podcast. Sur le folklore des Appalaches, des histoires de villes effacées des cartes, rasées pour des barrages, détruites par des catastrophes minières, des communautés entières disparues. L'une d'elles s'appelait Mossdal, brûlée en 1963. 12 familles perdues. Les locaux avaient tout essayé pour tenir les gens à l'écart. Détourner les sentiers, falsifier les cartes, placer des avertissements cloués aux portes. Des avertissements comme marcher vers le côté sec. Suivez le sentier sans mousse. Et chuchoter après ça, ne vous arrêtez pas. Ne vous retournez pas. Histoire 2. Mon oncle Ron avait une vieille cabane perdue dans les montagnes de Blue Hollow. Des bois profonds, pas de voisins, pas de réseau, pas de réverbère. Juste une route de terre étroite qui montait à l'infini et finissait par disparaître derrière des arbres qui semblaient intouchés depuis des décennies. Une fois là-bas, c'était tout. On ne voyait pas une autre maison, pas même une lumière de porche au loin. La cabane se dressait seule, perchée sur le flanc de la montagne comme si elle en avait poussé. Ron l'avait construite lui-même dans les années 70. Il aimait le rappeler, et ça lui donnait un charme étrange. 3 niveaux empilés les uns sur les autres, comme si quelqu'un avait ajouté des étages chaque fois qu'il avait un peu de temps libre. Le niveau supérieur n'était qu'un grenier avec une minuscule chambre et un balcon en bois. Le niveau intermédiaire avait une cuisine, un salon et une autre chambre. Et le sous-sol, c'était la partie bizarre. Il était encastré dans la colline, avec une porte qui donnait directement sur la pente.
ce niveau était toujours un peu ignoré. Ron y stockait des outils, des seaux de peinture, des planches de bois, son équipement de chasse et le genre de bric-à-brac qui se multiplie quand personne ne regarde. Personne n'y dormait. Chaque été, j'y restais. C'était une sorte de tradition familiale, même si personne d'autre ne semblait vraiment enthousiaste. Je passais mes journées à randonner dans les bois. Il y avait de vieux murs de pierre à moitié engloutis par la mousse, et parfois je tombais sur les restes éboulés d'une cheminée, le dernier vestige d'une maison depuis longtemps oubliée. J'adorais cette partie, le mystère. Mais la nuit, c'était comme si quelque chose changeait. Pas seulement dans les arbres, dans la maison. Ça a commencé doucement. La première fois que j'ai remarqué quelque chose de bizarre, j'étais déjà au lit à l'étage principal. Tout le monde s'était tué et j'étais là, à moitié endormi, quand j'ai entendu des pas. Pas à l'extérieur. À l'intérieur. Lent, comme quelqu'un qui marche en cercle dans la chambre. Pas des bottes lourdes, mais des pas feutrés, réguliers, sans pause, juste cette boucle paresseuse, comme quelqu'un qui réfléchit en marchant. Je me suis redressé, m'attendant à surprendre Ron en train de se promener. Rien. La pièce était vide. Ce n'était pas que les pas. J'ai commencé à remarquer d'autres choses. La pompe à eau se mettait en marche au hasard, et j'entendais l'évier de la cuisine couler. Le genre de bruit qui vous fait penser que quelqu'un a oublié de fermer le robinet. J'allais vérifier, et il était sec. Puis il y a eu les chasses d'eau, 1, 2 fois en pleine nuit, alors que personne d'autre n'était même réveillé. Chaque fois que j'en parlais à Ron, il haussait les épaules et disait « Les vieilles canalisations font des trucs bizarres ». Ou que peut-être il y avait des souris dans les murs qui faisaient plus de bruit que prévu. Mais le truc, c'est que les pas ne ressemblent pas à des souris. Les toilettes ne se tirent pas toutes seules. Puis il y a eu le grenier. Il avait une petite rambarde qui permettait de voir le salon en contrebas. Plutôt charmant en plein jour. Plutôt flippant après le coucher du soleil. Quelquefois, tard le soir, je levais les yeux et voyais quelqu'un marcher là-haut. Pas vite, juste ce même mouvement lent et mesuré que j'avais entendu dans la chambre. La chose bizarre, c'était que ça ressemblait toujours à une femme. Pas en détail, pas cristallin, mais grande, longue robe, silhouette sombre. Chaque fois, je restais là à fixer, à essayer de distinguer. Puis j'ai pris mon courage à 2 mains, je suis monté vérifier, et il n'y avait rien. Juste le grenier vide, silencieux comme toujours. Je me suis dit que c'était la lumière de la lanterne, mais il n'y avait aucune lumière qui brillait là-haut. Pas de phare, pas de réverbère, juste des arbres noirs et l'obscurité dehors. Aucune façon pour une ombre de bouger comme ça. Pourtant, je n'ai pas laissé ça me monter à la tête. Pas vraiment. Je me suis juste dit que les cabanes font des trucs étranges. Le bois craque, les lumières jouent des tours, et le cerveau comble les vides. Mais la salle de bain, c'est là que les choses ont vraiment empiré. Elle était nichée à l'étage principal, près de la cuisine. Rien de fancy. Petit miroir, vieux carreau, pression d'eau faible. Mais elle avait toujours quelque chose de décalé. Quand j'y étais seul, j'entendais des bruits venir de l'intérieur, des voix douces. Trop chuchotées pour comprendre, mais assez fortes pour en saisir le ton. Parfois, ça ressemblait à des gens qui chuchotent entre eux. D'autres fois, c'était un bourdonnement bas, comme un enfant qui se tient compagnie. Une nuit, j'étais sous la douche quand la poignée de la porte a commencé à trembler. Pas une fois, encore et encore, puis des coups plus forts, plus violents. Ça a secoué tout le cadre, comme si quelqu'un essayait de l'arracher. Puis, même avec le verrou tiré de l'intérieur, la porte s'est ouverte d'un coup. Et j'ai entendu un cri déchirer la pièce, aigu, perçant, comme s'il me transperçait le crâne. J'ai lâché le flacon de shampoing, glissé sur les carreaux, me suis précipité dehors, trempé et haletant. Ron est arrivé en courant quand il a entendu le vacarme. Je lui ai tout raconté, chaque détail. Il n'a pas ri. Il n'a pas dit que je dramatisais. Il a juste regardé la porte un long moment, puis a parlé de pression du vent et de verrou défectueux. Mais je savais que je l'avais verrouillé. Peu après, mon cousin Nat, 10 ans plus âgé que moi, a déménagé. Il y vivait de temps en temps, utilisant le sous-sol comme chambre, bien qu'il n'en parlât jamais. Une fois qu'il fut parti, j'ai supplié Ron de me laisser m'y installer. Je me suis dit, mon propre étage. Personne ne passe devant ma chambre. Plus d'espace, plus d'intimité. Parfait. Ron n'était pas chaud.
Il a dit que le sous-sol était froid et humide, que je n'aimerais pas ça. Mais j'ai insisté. Il a cédé. J'ai nettoyé l'endroit de fond en comble. J'ai frotté les murs, ouvert la petite fenêtre pour aérer, accroché de nouveaux rideaux. J'ai peint les murs d'un bleu gris pâle, quelque chose de doux. J'ai réarrangé les vieux meubles jusqu'à ce que ça me ressemble. J'ai même descendu un tapis et une lampe du grenier. Je voulais croire à un nouveau départ, que cette étrange énergie d'en haut ne me suivrait pas là-bas. Quand j'en ai parlé à Nat quelques jours plus tard, à moitié pour rire, à moitié pour tâter le terrain, il m'a lancé un regard et a dit « Fais juste attention à la petite fille là-bas. Elle aime rire. » J'ai ri, mais quelque chose dans sa façon de le dire m'a marqué. Ce n'était pas le ton d'une histoire de fantôme. C'était trop décontracté, comme s'il ne me mettait pas en garde, mais énonçait un fait. J'ai essayé d'oublier. Puis, un week-end, mon ami Riley est venu. On était assis par terre dans le sous-sol avec un bol de chips entre nous, à parler de l'école, de musique, n'importe quoi. Elle s'est levée pour aller aux toilettes et a fermé la porte. Peut-être 30 secondes plus tard, elle a appelé. Ok. Ah. Très drôle. J'ai juste fixé la porte. Quoi? Elle l'a ouverte, l'air effrayé. J'ai entendu rire juste dehors. C'était toi, non? Je n'avais pas bougé. Elle n'a pas dormi là. Elle a dit que toute la maison lui filait la chair de poulet et partit vers 21h, même si ça signifiait une longue route de retour. Je ne lui en ai pas voulu. Quelques jours plus tard, j'étais de nouveau sous la douche là-bas. Une nuit normale. De la buée sur le miroir, l'eau résonnant dans l'espace exigu. Puis j'ai entendu un mouvement juste dehors. Des pas sur le plancher. J'ai appelé « Ron ?» Pas de réponse. J'ai coupé l'eau, attrapé ma robe de chambre et ouvert la porte. C'était de nouveau là. Ce rire, doux, trop proche. Puis, juste derrière moi, j'ai entendu une voix si claire que mes genoux se sont bloqués. « Tu me cherches ?» Je me suis retourné d'un coup. Rien. Personne. J'ai vérifié la porte de derrière. Toujours bien fermée. Je l'ai ouverte pour être sûr, et l'alarme s'est déclenchée immédiatement. Personne n'était entré. Personne n'était sorti. J'ai couru en haut des escaliers, dégoulinant d'eau et tremblant si fort que je pouvais à peine tenir debout. Ron m'a rejoint en haut, déjà agacé par l'alarme. Mais quand je lui ai tout raconté, mot pour mot, chaque son, son visage a changé. Il ne l'a pas balayé d'un revers de main. Il a juste dit, si ça te met aussi mal à l'aise, ne dors plus là-bas. Plus tard cette nuit-là, quand la maison était de nouveau silencieuse, il m'a dit autre chose. Apparemment, des années plus tôt, Nat avait dit la même chose, qu'une voix de petite fille lui avait parlé dans le sous-sol. Pas un rêve, pas une blague. Juste un fait. Je n'ai pas pu m'en défaire. J'ai appelé Nat le lendemain et lui ai demandé directement, « Pourquoi tu m'as parlé de la fille ?» Un silence. Puis il a dit, « Je plaisantais. Quand tu étais gamin, tu descendais en douce et tu te moquais de moi. Je t'appelais la petite fille à cause de ça. » Mon estomac s'est noué. Je n'ai jamais fait ça. J'ai dit, « Je ne suis jamais descendu là-bas quand tu vivais au sous-sol. » Silence. Puis un tranquille. J'ai dû me tromper. Et il a raccroché. C'est là que les choses ont vraiment commencé à s'intensifier. J'entendais son rire au milieu de la nuit, parfois derrière la porte du placard, parfois près de la fenêtre. La porte de la salle de bain s'ouvrait toute seule. Le placard s'est ouvert une fois alors que j'étais au lit, et je suis resté là, figé, la couverture remontée jusqu'à ma poitrine. Puis est venue la nuit où la sortie du sous-sol s'est ouverte toute seule, déclenchant le système d'alarme. Je ne l'avais pas touché. Ron a cru que je faisais le con, mais ce n'était pas le cas. Finalement, j'ai commencé à l'appeler Sarah. Je ne sais pas pourquoi. Ça rendait les choses plus faciles, d'une certaine manière. Comme si, en la nommant, je pouvais la comprendre, la contrôler. Mais je n'y arrivais pas. Même après avoir déménagé des années plus tard, elle est restée dans ma tête. Puis, un soir, sans prévenir, Nat m'a appelé. « Tu es sûr ?» a-t-il dit d'une voix basse, « que tu n'es jamais descendu et que tu ne m'as jamais embêté. Que tu ne t'es jamais moqué de moi, que tu n'as jamais parlé derrière ma porte. » Jamais, j'ai répondu. Il a fait une pause. D'accord. Ce fut la dernière fois qu'on en a parlé.
Histoire 3. Quelques amis et moi avions prévu un week-end de randonnée dans les Appalaches. Rien d'extrême, juste assez pour avoir l'impression de s'être vraiment évadé. On n'était pas des survivalistes ni des experts de la nature, juste un groupe de potes qui aiment se balader de temps en temps. On a fait nos sacs légers, juste l'essentiel pour 2 nuits, quelques tentes, de la nourriture de trail, des couches supplémentaires. L'idée était de garder ça simple, facile, comme un bouton reset. Le premier jour a été exactement ce qu'on espérait. On a pris le sentier le matin, suivi les marqueurs, fait des pauses quand on en avait envie. Le temps était clément, pas de signe de pluie, et il y avait assez de montée pour qu'on ait l'impression d'avoir mérité le repas qu'on préparerait plus tard. Rien de bizarre, rien d'anormal, juste des arbres, de la terre, des rires et quelques plaintes sarcastiques sur le sac de quelqu'un plus lourd que les autres. Quand le soleil a commencé à descendre derrière les collines, on a trouvé un petit espace plat un peu à l'écart du sentier qui semblait parfait pour camper. Ce n'était pas un vrai camping, juste une large zone de terre couverte de feuilles qui ne semblait pas inondable en cas de pluie. On a monté les tentes, allumé le petit réchaud et préparé le dîner, des nouilles en sachet, du mélange de treilles, du bœuf séché. Rien de glamour, mais ça avait bon goût quand on a aussi faim. On a mangé, fait passer une bouteille que quelqu'un avait glissée dans son sac, et on est resté assis à plaisanter sur le fait qu'on allait probablement tous geler parce que personne n'avait pensé à une bâche supplémentaire. C'était normal, mieux que normal. C'était le genre de soirée qui se termine par une histoire de fantôme stupide et tout le monde s'endort en plein milieu de la phrase de quelqu'un. Puis Joël a dit qu'il avait oublié le jeu de cartes. On avait laissé quelques affaires en arrière plus tôt, des trucs non essentiels qu'on ne voulait pas porter jusqu'à ce qu'on trouve notre spot de campement. Il y avait un endroit à environ 1 kilomètre en arrière sur le sentier où on s'était arrêté pour déjeuner, et il avait planqué les cartes dans une poche latérale de son sac là-bas. Il les voulait maintenant. Il a dit qu'il avait besoin de quelque chose pour se détendre, qu'il était trop agité à rester assis comme ça. Les autres lui ont un peu reproché son étourderie, mais personne ne lui a vraiment dit de ne pas y aller. Je pense qu'on a tous pensé que c'était bon, il faisait encore jour et le sentier était familier. Joël a demandé si quelqu'un voulait l'accompagner, et j'ai dit oui sans trop réfléchir. Je me suis juste dit que s'il glissait ou si quelque chose arrivait, mieux valait être 2. On a commencé à marcher. Il a fait nuit plus vite que je ne l'avais prévu. Les bois semblaient plus denses en revenant. Même si c'était le même chemin, je me souviens que le sentier semblait plus étroit, comme si les branches de chaque côté s'étaient rapprochées. On n'a pas beaucoup parlé en chemin. Joël ne faisait pas ses blagues habituelles, et j'étais trop concentré à ne pas trébucher sur les racines dans la pénombre. Quand on s'est approché de l'endroit où on avait laissé le matériel, Joël a ralenti. Puis il s'est arrêté net. Il fixait la clairière devant nous, figé. J'ai demandé ce qui n'allait pas, et il a secoué la tête sans répondre tout de suite. Puis il a dit, d'une voix plate, qu'il n'aimait pas cette partie des bois la nuit. Qu'elle lui donnait une drôle de sensation, comme d'être observé. J'ai ri pour détendre l'atmosphère et j'ai dit que j'allais chercher les cartes et que je revenais tout de suite. Il ne m'a pas arrêté, mais juste au moment où j'allais avancer, il a dit autre chose. « Ne t'approche pas du bord de la crête », a-t-il murmuré. Je me suis retourné et l'ai regardé. Pourquoi ? Il a hésité. Son visage a changé, comme s'il allait dire quelque chose qu'il avait gardé toute la journée. « C'est laquelle crie ?» a-t-il dit. « La femme qui brûle. Je l'ai vue hier soir. Comme ça. Pas une blague, pas une chute. » Sa voix était tombée dans un chuchotement bas et saccadé, et la façon dont il l'a dit m'a retourné l'estomac. Il ne m'a plus regardé après ça. Je n'ai rien demandé de plus. Je ne voulais pas savoir. J'ai attrapé les cartes et me suis retourné sans regarder vers la crête. On est rentré en silence. Quand on est arrivé au camp, Joël avait repris son comportement normal. On s'est assis autour du feu et on a joué quelques mains, et personne n'a mentionné ce qu'il m'avait dit. Je n'en ai pas parlé. Je ne voulais pas que les autres pensent que je me laissais embarquer dans une de ces lubies. Mais pendant tout le temps qu'on a joué, je n'ai pas pu chasser l'image de mon esprit. Peu importe ce qu'il entendait par la femme qui brûle, j'ai gardé les yeux baissés et attendu que tout le monde soit prêt à dormir. Je me suis glissé dans ma tente et allongé, espérant que la fatigue ferait son effet. Au début, j'ai dormi. Enfin, je crois. Mais quelque chose m'a réveillé. Il n'y avait pas de bruit, juste un changement dans l'air. Et puis cette odeur. D'abord, j'ai cru que le feu s'était rallumé.
Ça sentait le bois brûlé, mais plus épais, plus chimique. Je me suis assis, confus, et j'ai ouvert la fermeture de la tente. Joël était déjà dehors, complètement immobile, fixant la crête. Je suis sorti et me suis joint à lui. L'air m'a frappé comme un mur. Cette odeur, ce n'était pas que du bois. C'était des cheveux. Brûlés, acides. Puis ça a changé. De la chair. De la chair qui brûle. C'était si fort que j'ai eu un haut le cœur. J'ai essayé d'avaler, mais le goût restait collé au fond de ma gorge. Je me souviens avoir essuyé ma bouche et regardé Joël, mais il n'a pas bougé. Il fixait, comme s'il attendait. Puis Marcus est sorti en titubant de sa tente. Il avait l'air hagard. Sa chemise trempée de sueur, le visage pâle, les yeux qui dartaient comme s'il ne reconnaissait pas l'endroit. Il a dit, je n'arrêtais pas de l'entendre, elle hurlait dans mon sommeil. Ça n'arrêtait pas. Ça m'a glacé. Je n'avais rien entendu, juste l'odeur. Le silence semblait si profond que j'ai cru que mes oreilles me jouaient des tours. Mais Marcus avait l'air détruit, comme si ce qu'il avait rêvé lui avait aspiré quelque chose. On n'a rien dit d'autre, on est juste resté là, à attendre, et puis ça s'est produit. Le cri a transpercé les arbres comme une lame, aigu, brut, humain, mais pas tout à fait. Ça ne ressemblait pas à un appel à l'aide. C'était un cri de quelqu'un en souffrance, mais étiré d'une manière qui n'avait pas de sens, comme s'il était arraché du corps par la force. Ça venait de la crête, exactement là où Joël avait dit. Personne n'a bougé. Le son a duré trop longtemps. Mes oreilles bourdonnaient. J'ai eu l'impression que tout mon corps s'était verrouillé. Joël n'a pas bronché. Marcus avait l'air de vouloir fuir, mais ne savait pas dans quelle direction. Je n'ai pas pu respirer jusqu'à ce que le cri s'arrête enfin. Puis le silence est revenu. Pas paisible, oppressant, le genre qui vous enveloppe et attend. On est resté assis près du feu le reste de la nuit. Personne n'a dit un mot. Quand le matin est enfin arrivé, tout semblait normal à nouveau. Les bois ne paraissaient plus menaçants. L'air était frais. Pas d'odeur, pas de son. Mais quelque chose avait changé en nous. On a plié le camp vite. On a fait nos sacs comme si on était en retard. Personne n'a plaisanté. Personne n'a traîné. Chaque pas qui nous éloignait de cette crête était comme arracher une couche de peur. Mais la sensation n'est pas vraiment partie. Même quand on est retourné à la voiture. Joël et Marcus n'ont pas beaucoup parlé pendant le trajet. Je pense qu'on essayait tous de faire comme si ça n'était pas arrivé. Comme si on avait été fatigué, effrayé, ou qu'on l'avait imaginé. Mais je savais qu'on ne l'avait pas imaginé. Même après être rentré chez moi, l'odeur ne me quittait pas. J'ai tout frotté, lavé mes vêtements 2 fois, pris des douches jusqu'à ce que l'eau devienne froide. Ça n'a pas changé. Le parfum revenait par vagues. Cheveux brûlés, peau calcinée, pas en continu, juste des flashs assez forts pour me retourner l'estomac. Cette nuit-là, je n'ai pas éteint la lumière. Je n'ai pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais le silence à nouveau. Ce silence épais, terrible, et j'attendais le cri. Je ne suis jamais retourné dans les Appalaches après ça. Je n'en avais pas besoin. Une nuit sur cette crête, c'était plus qu'assez. Histoire 4. Mon cousin Caleb avait une vieille cabane que sa famille utilisait à peine. Elle était perchée sur une crête, après quelques routes de gravier sans issue et à quelques heures du dernier endroit où on captait le réseau. Il me l'a proposé pour un long week-end si je voulais m'éloigner de la ville. Il a dit qu'elle était un peu délabrée, mais solide. Il m'a dit qu'elle avait un poêle, des lits superposés, un puits à pompe et 4 murs qui tenaient encore debout. Ça me suffisait. J'ai invité 3 amis à venir, Jonah, Pet et Mara. Aucun d'entre nous n'avait de meilleurs projets, et on aimait tous l'idée de déconnecter quelques jours. Ça semblait simple. On randonnerait, on mangerait des conserves, on ferait peut-être un peu de tir, et on reviendrait avec des histoires sur notre odeur. On a chargé l'ancien pick-up de Jonah avec tout ce qu'on pouvait y mettre, couverture, une glacière, des haricots en boîte, du bœuf séché, un vieux mélange de treilles et 2 fusils qui n'avaient pas vu la lumière depuis des années. Personne ne s'attendait vraiment à quelque chose d'intense. Pour être honnête, on était surtout excités à l'idée de s'asseoir autour du poêle avec un verre à la main, à discuter de rien. Le trajet a pris presque toute la journée.
La dernière partie était particulièrement rude, une route de gravier sinueuse qui grimpait sans fin à travers des arbres si serrés qu'on aurait dit que la forêt essayait de reprendre la route. À un moment, on est arrivé à un embranchement où le GPS indiquait d'aller à gauche, même si cette route ressemblait à quelque chose qu'un camion de bûcheron aurait abandonné il y a 10 ans. Jonah a hésité et demandé si on était sûr. J'ai dit, oui, c'est ce que montre la carte. Alors on a pris ce chemin. Ça aurait dû être un signal d'alarme. Quand on est arrivé à la clairière de la cabane, le soleil était déjà en train de se coucher. L'endroit semblait oublié. Des aiguilles de pin couvraient le toit et le porche grinçait comme pour protester contre notre arrivée, mais la cabane tenait debout et l'air sentait bon. Personne ne l'a dit à voix haute, mais on s'est tous regardés en se disant, bon, ça ira. On était trop fatigués pour explorer beaucoup ce premier soir. On a allumé le feu, cuisiné des haricots et joué aux cartes par terre pendant que Ranger, le chien nerveux et filiforme de Caleb, reniflait les coins comme s'il cherchait quelque chose. Le seul moment bizarre est survenu quand je suis sorti chercher du bois. Je me souvenais que Caleb avait dit que s'il nous fallait de l'eau, il y avait une source plus bas sur la crête. Il m'avait dit de suivre les marques sur les arbres. Je les ai cherchées avec ma lampe torche et j'ai repéré quelques entailles rouges sur les troncs, mais elles ne s'alignaient pas correctement. L'une pointait vers l'est, la suivante vers la cabane, une autre semblait remonter une colline au lieu de descendre. J'ai plaisanté en disant qu'un gamin du coin avait dû s'amuser à les modifier. Personne n'a ri. Jonah a juste dit, des bois comme cela peuvent vous faire tourner en rond si vous n'êtes pas prudent. Le reste de la nuit a été calme. Trop calme. Je me souviens d'être assis près de la fenêtre après que le feu se soit éteint et d'avoir réalisé à quel point c'était silencieux dehors. Pas de vent, pas d'insectes, pas même le craquement des branches, juste le silence. L'après-midi suivant, on a décidé d'essayer de tirer. Derrière la cabane, il y avait un sentier étroit qui descendait dans un épais fourré de lauriers des montagnes. On s'est dit qu'on irait repérer une clairière au-delà, alors on s'est un peu séparés, en restant à portée de voix. C'est là que j'ai remarqué que Mara traînait derrière. Elle avait parlé sans arrêt ce matin-là, taquinant Pete, se moquant du chapeau de Jonah, mais là, elle était juste immobile. Elle ne nous regardait pas. Sa lampe torche était dirigée vers cette pente sur la gauche, vers un endroit que personne n'avait approché. Elle était raide, les épaules tendues, comme si tout son corps écoutait. J'ai appelé son nom. Elle a sursauté violemment, comme quelqu'un qui se réveille en sursaut d'un cauchemar. Puis elle s'est précipitée vers nous et a marmonné quelque chose à propos d'un cerf. Elle a dit qu'il avait bougé vite, juste une seconde. Mais j'ai vu la façon dont ses mains tremblaient quand elle a accroché sa lampe à sa ceinture. Elle n'avait pas peur d'un cerf. Cette nuit-là, les choses ont vraiment commencé à dérailler. Il était tard, peut-être 2 heures du matin, quand Ranger a commencé à grogner. Pas aboyer, pas gémir, juste grogner, bas et continu, comme s'il avait repéré quelque chose qu'il ne voulait pas lâcher, juste garder un œil dessus. Il était debout au milieu de la pièce, face au mur du fond, la tête basse. Ses poils étaient hérissés le long de son échine. Jonah a essayé de le calmer et lui a même offert du bœuf séché, mais le chien n'a pas bougé. Quand Pete s'est approché, Ranger a montré les dents et a claqué des mâchoires. Pas vers nous, pas vraiment, juste vers l'air près de la porte. J'ai attrapé le fusil et ouvert la porte. Dehors, tout semblait normal au début. Le foyer brillait encore, et les arbres étaient là où on les avait laissés. Mais Jonah, qui m'avait suivi, s'est raidi et a pointé du doigt vers la lisière des arbres. C'est là que je l'ai vu. Quelque chose se tenait entre les arbres. Grand, plus grand que n'importe quelle personne, et complètement immobile. Le genre d'immobilité qui fait grincer votre cerveau, parce que rien de vivant ne devrait être aussi figé. Les branches au-dessus semblaient écartées, comme pressées par sa hauteur. Ça ne bougeait pas. Ne se balançait pas. Juste là. Je ne sais pas combien de temps on est resté là. Assez longtemps pour que les autres sortent. Assez longtemps pour que le faisceau de la lampe de Pete balaie la silhouette. C'est là que j'ai vu la forme. Des membres trop longs, un torse trop étroit, debout, mais étiré, comme si on l'avait tiré dans une forme qui ne lui appartenait pas. Jonah a été le premier à détaler. Il n'a pas dit un mot. Il s'est juste retourné et a couru à l'intérieur. Mara était juste derrière lui. Pete a reculé vers le porche, marmonnant des mots qui n'avaient pas de sens. Je suis resté une seconde de plus, peut-être 2. J'ai vu ça bouger. Pas un pas, pas exactement. Mais quand j'ai cligné des yeux,
c'était plus loin dans les arbres, toujours à nous observer. Chaque fois qu'on regardait, c'était à un nouvel endroit, juste assez pour nous rappeler qu'il était toujours là. Pas de son, pas d'avertissement, juste un mouvement silencieux. On est resté éveillé le reste de la nuit, trop effrayé pour parler à voix haute. Rangé à arpenter sans arrêt. La chose ne s'est jamais approchée, mais elle n'est pas partie non plus. Elle est restée juste assez loin pour qu'on sache qu'elle pouvait attendre. Quand elle a finalement disparu derrière les arbres et n'est pas réapparue, on n'a pas attendu. On a fourré tout ce qu'on a pu dans le pick-up, sac de couchage, boîte de conserve, tout ce qui était près de la porte, et on a laissé le reste. Jonah a conduit comme si le camion avait des dents à ses trousses. Le gravier giclait derrière nous, et j'observais les arbres. Puis le cri est venu. Il a jailli de la crête derrière nous, perçant, strident, comme une femme qui hurle, puis s'est brisé à moitié, comme quelque chose qui s'arrache la gorge. Rangé a hurlé. Mara s'est couvert les oreilles. Jonah a enfoncé l'accélérateur à fond. On ne s'est pas arrêté avant d'atteindre le bitume. On a dormi dans un motel, les lumières allumées, tous habillés. Personne n'a parlé de ce qu'on avait vu. Je ne suis pas retourné dans ces montagnes pendant longtemps après ça. Caleb a dit que je pouvais revenir quand je voulais. J'ai dit, ouais, peut-être, et j'ai changé de sujet. Le truc, c'est que ça n'en avait pas fini avec moi. Des mois plus tard, lors d'un voyage d'hiver avec un autre groupe, je me suis retrouvé dans cette partie de l'État. Pas près de la cabane de Caleb, on logeait près d'une piste de ski en dehors de la ville, un endroit appelé Elbridge. Juste un peu de luge. Rien de sérieux. Pendant la plupart du voyage, tout était normal, neige, boisson chaude, doigts gelés. Avant-dernière nuit, on rentrait à la voiture après la tombée de la nuit. Les champs autour de nous étaient silencieux, couverts de neige fraîche, et les collines semblaient lisses sous la lune. Puis j'ai senti cette pression entre mes omoplates, comme si quelque chose m'avait repéré et ne clignait pas des yeux. Je n'ai rien dit. Puis elle, un des gars à côté de moi, s'est penché et a chuchoté, je crois que quelque chose vient de passer la tête par-dessus la colline. Ça s'est vite baissé, comme si ça voulait que je le voie. Il ne connaissait pas mon histoire. Il n'avait pas entendu parler de la cabane, mais quand je lui ai demandé à quoi ça ressemblait, il a juste dit, grand. Beaucoup trop grand. Et tordu. Je ne l'ai pas vu cette fois, mais je n'avais pas besoin de le voir. La sensation dans ma poitrine était la même que cette nuit-là sur la crête. Et je n'y retournerai pas. Histoire 5. Cet été-là, je suis monté séjourner dans la chaîne de Blue Hollow. J'aidais mon oncle Eli à faire ce qu'il y avait à faire autour de sa vieille cabane de crête. Elle était perchée haut, loin de tout ce qui était moderne, tout en bois brut, un toit de tôle ployant sous le poids des années, rafistolé avec ce qu'il trouvait. Le genre d'endroit qui semblait avoir toujours été là, légèrement penché, comme s'il était fatigué de tenir debout. Eli travaillait en ville la plupart de la semaine. Il ne montait que le week-end, alors il m'a demandé de surveiller les lieux, de faire de petites réparations, de couper du bois, de rapporter des provisions quand j'allais en ville, surtout d'être là pour que la cabane ne reste pas vide trop longtemps. C'était calme là-haut. Pas un calme paisible, un calme qui attend. Les sentiers étaient étroits, creusés dans la pente par de vieux chariots de bûcherons. Les arbres se serraient de près. Parfois, on ralentissait sans le vouloir, pas parce qu'on était fatigué, mais parce qu'on avait l'impression que quelque chose était derrière le prochain virage, et qu'on n'était pas sûr de vouloir le voir. Les vallons en contrebas se remplissaient d'ombre dès le milieu de l'après-midi. Et une fois le soleil couché, la crête se scellait, coupée du monde. Les gens de Bell Ridge, la petite ville en bas de la montagne, avaient leur propre façon de parler de l'endroit. Tout le monde avait une histoire. Ou si ce n'était pas le cas, ils connaissaient quelqu'un qui en avait une. Ils ne les racontaient pas comme des histoires de fantômes. Pas de ton de veillée. Ils les glissaient, plats et décontractés, au milieu de conversations ordinaires. Quelqu'un qui vous fait vos courses de chili en boîte et de piles pouvait soudain dire « Ne siffle jamais après la tombée de la nuit là-haut ». Puis reprendre le comptage de votre monnaie comme si de rien n'était. J'ai entendu ça souvent, à propos du sifflement. Le vieux Harold vivait dans une caravane rouillée au pied de la crête. Il m'a dit la même chose. J'étais passé déposer du courrier qui avait atterri dans notre boîte. Il a pris l'enveloppe, y a jeté un coup d'œil, puis a fixé ses yeux sur moi et dit « Tu ne siffles pas là-haut. » Pas après le coucher du soleil. J'ai demandé pourquoi. Il n'a pas répondu,
c'est juste retourner et à fermer la porte. Lentement. Ça m'a suffi comme réponse. Les premières semaines ont été sans histoire. Presque paisibles. J'ai réparé une section du toit arrachée par les tempêtes. J'ai enlevé un nid de frelons du hangar à bois. J'ai taillé les buissons autour du foyer. J'ai cuisiné des repas simples. Je me couchais tôt. Je lisais des livres de poche abîmés à la lueur d'une lampe à pétrole. Le porche est devenu mon endroit préféré, fermé par un treillis rouillé qui pendait au coin. Je m'asseyais là avec une couverture et une tasse, réglant la radio jusqu'à ce qu'elle capte une station. Parfois des balades country lointaines, parfois des grésillements, des infos lourdes. La nuit, je me sentais seul, mais pas isolé. Comme si la montagne avait fait de la place pour moi, comme si j'empruntais quelque chose qui ne m'appartenait pas, mais qui m'était permis tant que je respectais les règles. Puis Jay est arrivé. Mon cousin, 15 ans, agité, bruyant, toujours en train de sourire comme s'il avait 2 coups d'avance. Il a amené son ami Kallen, grand et maigre, sourire nerveux, avec beaucoup trop de Mountain Dew dans son sac à dos. Ils sont débarqués sans prévenir un vendredi. Jay avait l'air fier de lui. Il voulait camper dehors, dormir à la belle étoile. J'ai dit non. Je n'allais pas traîner des couvertures et des tentes pour que des ratons laveurs pillent notre nourriture. Ils ont négocié. On peut dormir sur le porche. Assez proche de l'extérieur. Assez sûr pour que je ne m'inquiète pas. J'ai dit, d'accord. Cette nuit-là, ils chuchotaient et gloussaient comme des gosses, se défiant de jeter un coup d'œil dans le noir. J'étais assis à l'intérieur à lire, une lampe à côté de moi, les ignorant à moitié. Vers 23 heures, les coups ont commencé. Pas des coups frappés à la porte, des coups violents, comme si quelqu'un voulait entrer de force. Je me suis levé d'un bond, j'ai failli lâcher la lampe et j'ai ouvert la porte d'un coup. Ils étaient là, tous les deux, pâles, figés, ne riant plus, à peine en train de respirer. La bouche de Jay s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Kallen a bégayé à la place, quelque chose est passé devant le porche. Assez près pour qu'on voie le haut d'une tête chauve se déplacer contre la moustiquaire, glissant, régulier. Pas de détour, pas de sursaut. Je connaissais Jay depuis toujours. Il adorait faire peur aux gens, mais le regard dans ses yeux n'était pas fin. Il avait l'air vidé. J'ai attrapé une lampe torche et une veste et je suis sorti sur le porche. L'air froid m'a frappé. La clairière autour de la cabane était petite, 20 pieds de large dans toutes les directions avant que la forêt ne l'engloutisse. J'ai balayé la lumière de gauche à droite. Rien, juste des bouleaux pâles qui clignotaient. Les garçons se serraient derrière moi. Puis on l'a entendu. Des feuilles qui bougeaient, craquaient, lentes, régulières, comme des pas venant de la pente près du vieux verger. On a suivi, stupidement. Le verger n'en était plus vraiment un. Juste quelques pommiers tordus, penchés bas, avec des fruits pourris éparpillés sur le sol. L'odeur était âcre, à la fois douce et aigre. J'ai de nouveau balayé la lumière. Un mouvement. Quelque chose de pâle glissant derrière un tronc, trop rapide pour bien voir. Pas un cerf, pas un raton laveur. J'ai dit au garçon de rester en arrière. J'ai fait un pas en avant. L'air a changé. Brusquement. Pas une brise, pas le temps. Quelque chose de plus tranchant, plus lourd. Ma poitrine s'est serrée. Derrière moi, j'ai halté. Je me suis retourné et je l'ai vu s'effondrer, se tenant la poitrine. J'ai écarté ses mains. 3 marques rouges zébraient sa peau, profonde et crue. Mais sa chemise n'était pas déchirée. Il s'est relevé d'un bond et a filé en courant vers la cabane, dans le noir. Je suis resté figé. Kallen se tenait à côté de moi, cloué sur place. Puis un autre son est venu. Des pieds nus, frappant la route près du verger. Courant vite. J'ai couru après. Je ne sais pas pourquoi. Mon esprit s'accrochait à l'idée que ce pouvait être une personne. C'était plus facile à accepter. J'ai atteint la route de gravier et j'ai balayé la lumière. Rien. Et puis, sans décider de le faire, j'ai sifflé un air de mon enfance. Simple. Un moment plus tard, il m'a été renvoyé. Le même air. Faible. Parfait. Ma bouche s'est asséchée. J'ai essayé une autre mélodie. Cette fois, la réponse est venue plus vite. Plus nette. Trop proche. Kallen a tiré sur ma manche. Sa voix tremblait,
me suppliant d'arrêter. J'ai sifflé une troisième fois quand même. Et puis je l'ai entendu. Une voix d'homme, pas loin, pas en écho. Juste là, derrière les arbres, calme, ferme. « Eh, mon gars » a-t-il dit. « Viens par ici. » On a couru à travers le verger, les branches nous fouettant le visage, Callen trébuchant derrière moi. On a fait irruption dans la cabane et verrouillé la porte. J'ai poussé une chaise sous la poignée. J'ai été assis, pâle, sur le canapé, pressant un chiffon contre sa poitrine, faisant semblant d'être dur, mais à peine capable de se tenir. On est resté éveillé toute la nuit. On n'a pas beaucoup parlé. On a juste écouté. De temps en temps, quelque chose bougeait sur le porche. Lent, presque comme des pas, mais on n'a pas regardé. Quand le matin est arrivé, la lumière semblait fausse. Fine, réticente. Les griffures de jet étaient gonflées, mais ne saignaient plus. On a fait nos sacs vite, chargé le camion et quitté la montagne sans un mot. Plus tard, Jay a minimisé l'incident. Il a dit que c'était peut-être un vagabond, défoncé ou fou, qui essayait de nous faire peur. Callen n'en a plus jamais reparlé. Mais moi, je n'ai pas oublié ce sifflement.